Matière à penser, Antoine Garapon. Matière à penser, deuxième conversation de cette semaine consacrée à la situation des droits de l'homme, 70 ans après la signature de la DUDH, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec ce soir Mireille Delmas-Marty. Le monde a bien changé depuis 70 ans et si Angela Merkel se demandait lors des commémorations du 11 novembre dernier à Paris si nous serions encore en mesure de trouver aujourd'hui un consensus pour signer une telle déclaration, il faut aussi se poser la question, mais quelle déclaration des droits de l'homme écririons-nous aujourd'hui ? Car en effet, il y a des choses qui manquent dans cette déclaration. Aucune mention de l'environnement, ni du numérique. Sans compter que les nombreuses parties du monde, n'étaient pas représentées dans cette assemblée, notamment pas l'Afrique, pas non plus beaucoup l'Asie. Et ce sont toutes ces questions que l'on va aborder ce soir en compagnie de Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France. Bonsoir Mireille Delmas-Marty. Bonsoir. Alors, s'il fallait écrire, si vous étiez en charge d'écrire comme René Cassin une déclaration, Mireille Delmas-Marty, comment vous y prendriez-vous ? Déjà, le mot déclaration, on peut peut-être hésiter, parce que au fond, ce qui a été mis en place en 1948, en décembre 1948, je dirais plutôt que c'est un processus de transformation. Si on prend déclaration comme quelque chose de statique, une liste de droits dont on estime qu'ils doivent désormais être respectés et appliqués, c'est un peu décevant. C'est figé. C'est figé et le résultat est décevant parce qu'aucun des droits énumérés dans la déclaration n'est parfaitement appliqué. Beaucoup de droits sont ouvertement bafoués, commencer par l'article 1, le droit à l'égale dignité des êtres humains. Comme par exemple... Le droit à l'égale dignité, ça veut dire le droit de ne pas être torturé, de ne pas être traité de façon inhumaine ou dégradante. Or, quand on voit ce qui s'est passé autour du terrorisme ou quand on voit ce qui se passe actuellement autour des migrations et de ce désastre humanitaire des migrations, y compris en Europe, ou à commencer par l'Europe, tout cela ne rend pas très optimiste. Si on essaye de faire un bilan, le bilan paraît pauvre. Mais en revanche, si on considère la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 comme l'ouverture, le processus lançant une nouvelle dynamique, un processus transformateur, on peut considérer qu'il y a en effet beaucoup de transformations positives qui ont suivi cette déclaration, à commencer par les textes plus juridiques, parce que déclaration, ça ne veut pas dire contrôle et application par un juge. C'est ça, il n'y a pas de juge pour cette déclaration. Il n'y a pas de juge. Alors, petit à petit, les juridictions ont commencé à prendre en compte la déclaration, soit directement, soit indirectement. Directement, c'est ce qu'on voit en Europe, par exemple, avec la Convention européenne des droits de l'homme et surtout avec la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est une véritable révolution. Qui est l'enfant indirect de cette déclaration universelle. C'est l'enfant indirect, oui, enfin... Ou c'est l'application à l'Europe de cette déclaration. Oui, je dirais presque direct, en fait, mais appliqué à l'Europe. Un juge peut condamner un État pour violation des droits de l'homme. C'est quand même quelque chose qui était impensable dans les périodes précédentes. Et je rappelle au passage que la première condamnation de la France à Strasbourg, qui date de 1986, parce que la France a mis longtemps à ratifier le texte de la Convention, première condamnation, c'est sur une requête formée par un étranger condamné de droit commun dans son pays. Donc, c'est quand même symboliquement très fort de voir que avec ce texte issu directement, je pense, de la Déclaration universelle, on arrive à ça, un pays qui se considérait comme la patrie des droits de l'homme, est condamné sur requête d'un individu peu recommandable au demeurant. C'est ça. Et c'est ça finalement les droits de l'homme. Un individu, un pauvre individu, en plus qui a été condamné, peut assigner un État devant un juge qui est un tiers impartial. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et je pense que c'est un des effets
Il y en aurait d'autres à citer de cette déclaration de 1948. Alors, Mireille Masmarty, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste de la Chine. Entre autres, est-ce qu'elle ne manque pas un peu d'humilité, cette déclaration universelle de 48? Elle parle, elle se prétend en quelque sorte inaugurer un nouveau monde. Mais il y avait des antécédents auparavant. On peut trouver dans la pensée chinoise des références, mais alors, pas uniquement. L'idée, c'est-à-dire, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut peut-être distinguer l'idée de l'appartenance de tous les êtres humains à la même communauté mondiale. Et ça, c'est une idée très ancienne. On la trouve déjà chez Confucius, on la trouve dans les courants autour de ce que les Chinois appellent le Tianxia, sous le ciel. Tous les êtres qui sont sous le ciel sont réunis dans une même communauté. On la trouve plus près de chez nous, chez les auteurs grecs et latins. On la trouve dans la pensée chrétienne. Donc, cette idée-là, elle est très ancienne. Mais la consécration juridique va prendre des siècles. Et au fond, il faut attendre ce que je viens de citer, des textes comme la Convention européenne, c'est-à-dire après la Déclaration universelle, pour voir enfin un juge pouvoir tirer des conséquences de la violation d'un de ses droits. Mais oui, il y avait le monde de 48, c'est pas du tout notre monde, Mireille Masmarty. Alors le monde de 48, c'est un monde, d'abord il y avait beaucoup moins d'États, c'était avant les décolonisations, c'est un monde fragmenté. Je pense qu'effectivement Angela Merkel a raison de dire c'était une sorte de miracle qu'on arrive à cet accord. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, c'était l'arrivée de Mao Tse-tung en Chine. Et je pense qu'il n'aurait pas signé la convention. En même temps, ce qui est frappant, c'est que cette convention, elle a donc lancé tout ce processus dans les différents pays concernés. Et très vite, elle est devenue réellement universelle. Parce que ce qu'on a beaucoup reproché aux rédacteurs, c'est d'être partis de textes qui étaient essentiellement des textes occidentaux. Ils ont fait une collecte, une sorte de collage, de couper-coller, comme on dirait maintenant, des dispositifs dans lesquels on parlait des droits de l'homme. Or, c'était presque tous des dispositifs occidentaux. Donc, une des critiques les plus fréquentes qu'on puisse entendre encore aujourd'hui contre la déclaration, c'est de dire c'est un texte d'inspiration occidentale. Or, c'était vrai au début. Mais dans la mesure où ce texte est lui-même un processus transformateur, eh bien, au fil de son interprétation, il s'est émancipé en quelque sorte de son milieu d'origine et il a notamment servi à critiquer ce monde occidental qu'il avait enfanté et notamment à critiquer les guerres de colonisation ou les refus de la décolonisation. On a du mal à se représenter aujourd'hui, en 2018, ce que c'était que le monde de 48, qui était divisé entre... il y avait les nations civilisées, le mot revient d'ailleurs, le mot revient. Alors, à l'époque, ce qui est extraordinaire, c'est que... il faut remonter un peu plus haut, mais c'est le même état d'esprit. Dans un traité de droit international la fin du siècle précédent, la fin du 19e siècle, on pouvait encore lire cette division de l'humanité extraordinaire en 3 catégories. L'humanité civilisée, nous les Occidentaux, l'humanité des barbares, essentiellement l'Extrême-Orient, et l'humanité des sauvages, le reste de la planète. Alors, seule l'humanité civilisée se voit reconnaître des droits complets. L'humanité des barbares a une sorte de semi-reconnaissance. Quant aux sauvages, ils n'ont aucun droit. Alors, on est parti de là. On venait de très loin. On revenait de très loin. D'où l'importance de cet article 1er de la Déclaration qui dit, qui reconnaît à tous les êtres humains une égale dignité et qui dit qu'ils ont un devoir de se comporter avec fraternité les uns avec les autres. Mais, à l'époque, le chemin n'a pas été fait complètement. Je pense qu'il aurait fallu aller plus loin et dire au fond ce que nous mettons en place, c'est un processus d'humanisation. L'humanité n'est pas encore humanisée, elle a encore beaucoup de progrès à faire. Donc nous mettons en place un processus d'humanisation et cette humanisation, elle doit être réciproque. C'est-à-dire qu'elle doit venir de toutes les parties du monde. Elle ne doit pas être l'humanisation par une partie qui se dit civilisée et qui va civiliser la planète. Et fondée sur une reconnaissance mutuelle entre les peuples. Une reconnaissance mutuelle et la reconnaissance de portions d'humanisme
de part d'humanisme ou de vision d'humanisme dans les différentes parties du monde. C'est-à-dire que comprendre la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme vous le faites, Mireille Delmas-Marty, comme un processus d'humanisation réciproque, c'est autrement plus enthousiasmant que d'avoir des dispositions juridiques supranationales. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est plus enthousiasmant, c'est peut-être aussi... c'est à la fois plus ambitieux et plus modeste. Plus modeste parce qu'on ne prétend pas avoir déjà atteint le point d'arrivée, mais plus ambitieux parce que cette humanisation devrait effectivement être réciproque. Il y a quelque chose à apprendre de toutes les cultures. Oui, mais en même temps, depuis 1948, les guerres de décolonisation sont passées par là. Aussi le terrorisme, sur lequel vous avez beaucoup écrit, Mireille Delmas-Marty, le terrorisme, et puis un retour des nationalismes, une sorte de société de la peur qui invite à se replier sur soi plutôt que de reconnaître la participation de chacun à une humanité commune. Oui, alors c'est vrai que le terrorisme, et notamment sous ses formes de terrorisme global, qui commence, me semble-t-il, qui devient en tout cas visible avec les attentats du 11 septembre 2001. Et qui est une forme paradoxale de solidarité négative, on pourrait dire, parce que les peuples se font du mal les uns aux autres. Il y a quelque chose dans le 11 septembre, il y a l'irruption de la folie d'extrémistes islamistes qui détruit le cœur du monde occidental. Oui, et en même temps, il y a l'idée que ce terrorisme est devenu global. Oui, c'est cela, par ses auteurs, par ses victimes, par les processus d'organisation du crime. Tout était déjà global. Au fond, c'est peut-être le premier crime visiblement, presque explicitement global. Et il aurait été logique d'ailleurs qu'il soit jugé par une justice mondiale. Et juridiquement, c'était concevable. On pouvait qualifier les attentats du 11 septembre de crimes contre l'humanité. Ça rentrait dans la définition. En même temps, comment dirais-je, le cœur de l'Amérique, j'allais dire la fierté, c'est un peu péjoratif peut-être. Le rendait impossible. Rendait impossible, rendait cette le fait perspective que ce impossible. soit jugé ailleurs qu'aux États-Unis. C'est ça. Politiquement, c'était impossible. Disons que juridiquement, c'était concevable. Politiquement, c'était impossible. Mais, alors comment, on parle du terrorisme, il y a d'autres défis majeurs qui sont lancés à notre monde. Vous avez parlé là des migrants. C'est aussi quand même aussi un sacré défi que cette pénétration, cette coexistence des intermédiaires de gens qui débarquent sur les côtes d'un autre pays. Oui, mais alors, je dirais le point commun, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre terrorisme et immigration. Bien sûr, bien sûr. Mais le point commun, c'est qu'il s'agit de phénomènes de nature globale et face auxquels aucun État ne peut seul se lutter. Le terrorisme global, chaque État essaye de lutter, y compris en proclamant des états d'urgence, en relançant l'état d'urgence, comme on l'a vu en France, donc au prix d'entorses graves quelquefois à l'état de droit. Et parfois d'exceptions. La France a suspendu l'application de quelques articles. L'application de principes de l'état de droit. Mais en même temps, je dirais que ces problèmes globaux, ils amènent les États, qu'ils le veuillent ou non, je dirais, à mettre en place une gouvernance mondiale, une gouvernance globale. Donc c'est une évolution qui est en cours, qui a des hauts et des bas, et qui paradoxalement paraît freinée à l'heure actuelle par la montée des nationalismes. Alors, est-ce que, Mireille Delmas-Marty, est-ce que vous inscririez dans cette nouvelle déclaration des droits de l'homme un principe d'hospitalité ? Oui, alors je suis contente que vous me posiez la question parce que depuis quelques mois, je plaide pour cette idée en disant c'est peut-être le moment, 70 ans après la rédaction de la déclaration, de faire entrer le principe d'hospitalité. Alors le principe d'hospitalité, ce serait tout à fait opportun parce que c'est un principe qui avait été déjà lancé par Kant, oui, quand même, au XVIIIe siècle. Qui était un des fondateurs des Lumières européennes. C'est pas hier. En même temps qu'il lançait son idée d'un droit cosmopolitique, l'article unique de ce droit, c'était le principe que l'étranger qui
pénètre sur un territoire qui n'est pas le sien ne doit pas être traité en ennemi. Alors ce qui est pittoresque, c'est la raison que donnait Kant, qui reste d'ailleurs une des raisons valables, c'est peut-être plus la seule, mais c'est que la Terre est ronde. Oui. La Terre est ronde, donc la forme sphérique de la Terre. Donc les hommes ne peuvent pas se disperser à l'infini. Ils sont nés comme nous sur Terre, ils habitent comme nous sur Terre, et on les retrouvera au milieu de nous un jour ou l'autre sur Terre. Donc ça, c'était l'argument de logique pratique, je dirais. Alors, il y a d'autres arguments à l'heure actuelle, tout aussi pratiques d'ailleurs, c'est la situation d'interdépendance dans laquelle nous nous trouvons. Au fond, tous les problèmes que nous venons d'énumérer ont ce point commun de ne pouvoir être résolus par un seul État parce que ce sont des situations d'interdépendance. Lutter contre l'émigration, prétendre maîtriser l'émigration à partir d'un seul pays, à partir simplement d'une réforme du droit d'un seul pays, ça me paraît un leurre. Et alors, ne parlons pas de la planète et de l'environnement qui le pose, alors qui le porte à son comble en quelque sorte cette interdépendance. Là, c'est peut-être là où c'est le plus visible. Je pense que le domaine à l'heure actuelle de la gouvernance qui rend le plus évidemment nécessaire une gouvernance mondiale, c'est le changement climatique. Là, on voit bien qu'aucun pays, même une superpuissance, que ce soit la Chine ou les États-Unis, n'a pas les moyens de lutter à lui seul ou à elle seule contre le changement climatique. Il n'a pas les moyens, mais il n'a pas non plus la même dette à l'égard de la Terre. C'est le fameux débat qui est lancé à propos de la répartition des charges dans la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, de dire oui, mais c'est vous qui avez fait le développement industriel et c'est vous qui en avez tiré les bénéfices en termes de puissance. Pourquoi nous serions assujettis à la même part de dette que vous? Alors là, je crois que la réponse tient dans un terme un peu technique qui se trouve dans l'accord de Paris, qui se trouve dans des textes antérieurs déjà depuis le sommet de Rio en 92. C'est le principe des responsabilités communes mais différenciées. Les États ont des responsabilités communes dans la mesure où ils ont les mêmes objectifs. Des objectifs quantitatifs de réduire le réchauffement à un certain degré, sur lequel il y a un accord, semble-t-il, des climatologues, des objectifs qualitatifs, mettent en place des alternatives. Et sur ces objectifs communs, les États ont des responsabilités différenciées. Or, dans les différences, on tient compte de quoi? On devrait tenir compte du contexte national, à commencer par le contexte historique. Et c'est là qu'on voit comment, avec un principe commun, on peut arriver à tenir compte de l'histoire. On tient compte de l'histoire parce que on peut exiger plus de pays déjà industrialisés depuis longtemps et qui ont pollué eux-mêmes beaucoup. Mireille Delmas-Marty, ça nous renvoie à ce qu'écrivait d'ailleurs un juriste français, Raymond Saleil. Il est peu connu du grand public, mais c'est un très grand juriste qui a beaucoup inspiré tout le droit du XXe siècle ou tous les juristes du XXe siècle. C'était un grand comparatiste et il parle, c'est une expression que vous aimez bien, sur laquelle vous revenez, d'un droit commun à contenu variable. Voilà, je crois que c'est une expression extrêmement intéressante à l'heure actuelle. On comprend peut-être mieux aujourd'hui ce qu'il voulait dire par là qu'à son époque. Ça, c'est quelque chose qui a été écrit en 1901, je crois. À son époque, on était très loin des débats actuels autour du pluralisme ordonné, puisque moi, c'est la formule que j'ai utilisée en partant de Saleil. Oui. Donc l'idée d'un droit commun... L'expression de Saleil, le pluralisme ordonné. Non, droit commun à contenu variable. Moi, j'ai proposé d'ajouter, d'expliciter l'idée d'un droit commun à contenu variable en parlant d'un pluralisme ordonné. C'est-à-dire un droit commun à contenu variable, on peut le construire à partir des droits nationaux, en rapprochant les droits nationaux. On peut le construire à partir d'un droit international en contextualisant la norme internationale. Et on voit bien avec l'exemple du réchauffement climatique sur lequel on vient de commencer à essayer de raisonner ensemble, on voit bien que là, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments. Ça peut être le contexte économique. J'ai parlé du contexte historique, mais ça peut être le contexte économique. Qui sont très, très différents. On ne peut pas imposer à tous les pays du monde les mêmes normes. Ça peut être le contexte géographique. Certains pays sont plus vulnérables que d'autres. Et puis sont plus affectés par aussi. Donc, il y a tout un travail de contextualisation de la norme universelle, oui, la norme commune, la norme posée par le droit international, qui ne veut pas dire qu'on revient à la pluralité pure et simple. C'est pour ça qu'on a besoin d'un mot. Le mot, c'est pas pluralité, c'est pluralisme ordonné.
ordonner le pluralisme, ça veut dire rapprocher les différences suffisamment pour qu'elles soient compatibles et que ça fasse un ordre, mais pas trop pour que on reste équitable par rapport au particularisme de chacun. Et nous continuons notre conversation avec Mireille Delmas-Marty qui a choisi de nous faire entendre le Quatuor pour la fin des temps de Messiaen qui était interprété ici par Claude de Surmont à la clarinette, Daniel Barenboim au piano, Albert Tétart au violoncelle et Luken Jordanov au violon. Alors c'est pour vous, Mireille Delmas-Marty, la fin des temps, c'est un horizon extrêmement lointain et c'est un commencement pour moi en même temps. Un commencement. Un commencement, une ouverture. Alors, est-ce que ce commencement, aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe peut-être plus en 2018 qu'en 1948? En 1948, c'est la fin d'un monde, en quelque sorte, qu'on cherche à organiser. Aujourd'hui, la raison des droits de l'homme, elle est confrontée à des raisons extrêmement puissantes et extrêmement déstabilisantes pour elle. C'est pour ça qu'on a besoin d'un recommencement. Mais alors, ces raisons, oui, parce que en fait, en 1948, on a laissé quand même une référence à la foi des nations dans les droits de l'homme. Mais ce qu'on a vu disparaître, c'est la notion de droit inaliénable et sacré qui était dans la déclaration de 1789. La française. La déclaration française. Ce qui veut dire que ce qui fonde en fait les droits de l'homme, c'est essentiellement la raison et la conscience. Ce sont les deux mots qu'on trouve à l'article 1er de la Déclaration universelle. Mais cette raison, elle n'est pas définie de façon plus précise. On nous dit simplement les hommes sont doués de conscience et de raison. Mais encore. Et le problème qu'on voit maintenant peut-être plus clairement en 2018 qu'en 1948, c'est qu'il y a plusieurs raisons pratiques qui peuvent être invoquées pour limiter les droits de l'homme. Il y a des raisons puissantes. Il y a des raisons puissantes. Alors, dans la vision traditionnelle d'un droit stato-centré, centré sur l'État, unifié autour de chaque État, eh bien, on a immédiatement la limite aux droits de l'homme qui est invoquée au nom de la raison d'État. Et ça continue à fonctionner très bien. Notamment en France, d'ailleurs, à propos du terrorisme. À propos du terrorisme, ou aux États-Unis, au moment des attentats du 11 septembre, mais un peu partout dans le monde, pas seulement dans le monde occidental. Et de manière légitime, qu'on peut comprendre. De manière légitime et qui d'ailleurs est prévue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit dans l'exercice de ses droits et la jouissance de ses libertés, c'est l'article 29, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi et exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public ou du bien-être général dans une société démocratique. J'ai voulu lire tout cet article 29. Il est un peu long et un peu technique parce qu'il montre bien que les droits de l'homme ne sont pas, en tout cas pour la plupart, ne sont pas des droits à protection absolue. Il y a un équilibre à trouver entre droits de l'homme et raison d'État. Et qui va trouver d'ailleurs son expression dans la Cour européenne des droits de l'homme. Qui va trouver son expression et qui va être... qui va entrer dans le raisonnement juridique. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme va examiner de près si une restriction est ou n'est pas nécessaire dans une société démocratique. C'est le principe de proportionnalité. Exactement, c'est le principe de proportionnalité. Et donc, on va faire ce que j'ai appelé dans un bouquin qui est paru il y a longtemps maintenant, raisonner la raison d'État. C'est-à-dire que les droits de l'homme ne suppriment pas la raison d'État, on remplace pas la raison d'État par les droits de l'homme, mais au nom des droits de l'homme, on introduit une argumentation juridique pour vérifier qu'il n'y a pas des excès dans la façon d'invoquer la raison d'État. Alors, il y a des exceptions, il y a des restrictions, il y a des dérogations, je n'entre pas dans les détails. Mais il y a un point peut-être qu'il faut tout de même rappeler, c'est que ce que je viens de dire vaut pour la plupart des droits, mais il y a des droits dits indérogeables. Alors ça, c'est cela qu'on pourrait dire de sacré. Alors voilà, ce serait en quelque sorte le noyau sacré. Ou le noyau dur, bien simplement. Et quels sont ces droits indérogeables? En fait, on n'y trouve pas le droit à la vie, puisqu'il y a des exceptions qui sont admises. À l'époque, la peine de mort était considérée comme une exception légitime au droit à la vie. Il y a aussi la légitime défense. Enfin, il y a plusieurs exceptions possibles au droit à la vie. En revanche,
le droit qui est indérogeable et qui est vraiment le cœur des droits de l'homme, c'est cette égale dignité de tous les êtres humains, mais dignité au sens très fort du terme. Alors, c'est l'interdit de la torture, c'est l'interdit des traitements inhumains ou dégradants. Alors, il y a aussi, après cette raison d'État, il y a la raison planétaire, qui était la raison de l'environnement, la planète, qui est une réalité physique, et aussi une réalité humaine des générations à venir. Alors, c'est intéressant dans la raison planétaire, c'est que elle n'était pas invoquée du tout en 1948. C'était pas un sujet de préoccupation politique. C'est pas un sujet de préoccupation. On était dans un système, je l'ai dit, statocentré, centré sur les États. On n'était pas dans un système tenant compte de la globalisation et de tous les mouvements liés à la globalisation. Donc le problème n'a pas été pris en considération. Or, à l'heure actuelle, c'est un des points les plus préoccupants. Bien sûr. Pour la planète, c'est cette affaire de réchauffement climatique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une raison planétaire qui ne peut pas s'arrêter à la logique de chaque État. Ce qui est intéressant, Mireille Delmas-Marty, c'est que vous reprenez finalement comme guide pour le droit, vous reprenez ce que vous disiez à l'instant, raisonner la raison d'État. Là, vous dites finalement, c'est la question du risque, le risque acceptable, eh bien, il faut limiter les limites. Oui, alors cette notion de risque acceptable, elle me paraît très importante parce que on entre avec la logique du risque, on entre dans l'incertitude. Donc, il s'agit de savoir quel est le risque acceptable du point de vue de sa gravité. La gravité, c'est objectif, c'est l'approche des scientifiques, mais aussi du point de vue de sa acceptabilité à proprement parler, c'est-à-dire quelque chose de plus subjectif. Dans la mesure où on admet, et je crois que c'est irréfutable, le fait que le risque zéro n'existe pas. Toute société doit combattre les risques, mais doit aussi préciser quels sont les critères d'acceptabilité des risques. Il y a des risques qu'il vaut mieux éviter parce qu'on sait que le dommage sera grave, irréversible et important, mais il y a des risques qu'on peut accepter parce que les refuser, c'est en réalité s'enfermer dans une logique totalitaire. Mais alors, pour continuer ce panorama, la troisième raison, c'est bien sûr la raison techno-scientifique. C'est-à-dire ce que n'avaient pas vu du tout les déclarants de 1948, c'est que, eh bien, il y aurait la naissance du numérique, d'Internet, c'est cette explosion des biotechnologies qui vont poser des problèmes absolument nouveaux et qui défient en quelque sorte la définition même de l'humain, Mireille Delmas-Marty. Oui, alors ce sont vous avez raison de citer les biotechnologies, ce sont toutes les nouvelles technologies, donc technologie de l'information et de la communication d'un côté, technologie dans le domaine biologique de l'autre. Là, le juriste est très désemparé parce que la question est de savoir s'il y a des limites, si les droits de l'homme constituent des limites à la mise en œuvre des nouvelles technologies, ou si on est passé à une raison qui n'admet plus aucune limite. Autrement dit, si on est passé dans un système où tout ce qui est possible doit être permis. On a une logique inverse de celle de la raison planétaire, qui était une pensée au contraire des limites et de la finitude de notre monde. Oui, d'un côté on reconnaît la finitude, exactement. De l'autre il y a une sorte d'aspiration à l'infini, à l'illimité. Et là, on n'a pas d'argument décisif pour trancher. Moi, je pense qu'il faudrait aller vers une réflexion peut-être en profondeur pour savoir ce qu'on veut protéger sous le nom d'humanisme. Qu'est-ce qu'on appelle l'humanité de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'humanité de l'homme à la fois plusieurs propriétés, la singularité de chaque être humain, sa commune appartenance à la même famille humaine, tout ça c'est dans la déclaration 1948, mais j'ajouterais une troisième propriété qui serait au fond quelque chose comme l'indétermination de l'être humain. Sa liberté. C'est sa liberté, exactement. L'être humain n'est responsable que parce qu'il est indéterminé. Si on le rend déterminé par différentes technologies, eh bien, à ce moment-là, il ne sera plus responsable. Mais alors,
Oui. On change peut-être pas seulement de civilisation, mais d'humanité. Et d'humanité, c'est ce côté vertigineux que n'avaient pas vu ces législateurs de 48 qui étaient traumatisés par les horreurs des 2 guerres mondiales et notamment de la Shoah. Mais alors, la question que je voudrais vous poser, Mireille Delmas-Marty, c'est comment on va refonder cet universel des hommes. Vous disiez qu'en 1948, on avait une perception dans le fond assez spontanée, mais peut-être aussi assez vague de l'humain. On le connaissait négativement par les horreurs de la guerre. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va pouvoir dépasser tout ce passé douloureux qui a été le nôtre jusqu'à présent? Je crois qu'il faudrait arriver à fonder une sorte de communauté mondiale. Mais pour fonder une communauté mondiale, on n'a pas les mêmes moyens que pour fonder une communauté nationale. Une communauté nationale, elle se bâtit sur son histoire, sur une histoire commune, sur une mémoire commune. La communauté mondiale, elle a une histoire, mais qui n'est pas connue, qui n'est pas enseignée comme telle. Alors, la communauté mondiale, je crois qu'il faut la comprendre comme une communauté de destin. Ce qui nous unit les uns aux autres, c'est que nous savons maintenant que nous aurons le même destin. Notamment à cause de cette appartenance à une planète qui est en péril. Notamment, oui, pour les raisons écologiques, mais pour l'ensemble des raisons qui font que nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants, c'est aussi dire nous aurons le même destin. Alors cette communauté de destin, qu'est-ce qui peut la rendre visible? Là, on doit passer, me semble-t-il, de la mémoire à un travail d'anticipation, du travail de mémoire au travail d'anticipation. Une projection vers le futur. Projection vers le futur. Et on commence peut-être à entrevoir des destins possibles, selon la manière dont on considère cette anticipation. Est-ce qu'on cherche à réduire toute imprévisibilité? Alors à ce moment-là, on aurait une sorte de destin qui serait enfermé dans des programmes. Étriqué. Une sorte de vision programmatique de l'avenir qui peut nous venir soit des nouvelles technologies, soit d'une vision économiste, je dirais, fermée, et qui peut déboucher sur ce que j'appellerais volontiers un empire-monde, mais un empire total au sens de totalitaire. Alors l'autre possibilité, ça serait d'avoir une anticipation, enfin de concevoir une anticipation ouverte, une anticipation plus proche de l'aventure ou du récit que du programme. Et là, je pense que l'expression qui est très utilisée par Édouard Glissant, c'est lui qui l'a lancée et qui a été reprise aussi et commentée par Patrick Chamoiseau, l'expression du tout monde rendrait assez bien compte de cette forme de récit d'anticipation ouvert. C'est une totalité ouverte, le tout monde. Une totalité ouverte, et une totalité qui serait caractérisée au fond par une sorte de triptyque. Les interdépendances, le constat des interdépendances, nous sommes, que nous le voulions ou pas, nous sommes tous interdépendants, mais une réalité qui est également organisée autour de nos différences. Car le tout-monde, si on suit ceux qui ont inventé l'expression, c'est aussi un monde qu'ils appellent une poétique des différences. Un monde où les différences ne sont pas annihilées par la mondialisation. Ni source de conflit. Il n'y a pas de formatage. Il y a une sorte de tension qui peut exister, mais qui est réduite parce qu'il y a une troisième composante qui serait la solidarité. Au fond, nous sommes tous interdépendants, nous souhaitons rester tous différents, et pour cela, il faudrait que nous nous comportions tous comme solidaires. Mais ça, c'est un peu antinomique, Mireille Delmas-Marty. Comment concilier tous ces trois objectifs? Alors, c'est un équilibre qui se cherche en permanence. C'est aussi, j'ai beaucoup utilisé la métaphore maritime du tout monde comme un océan sur lequel on navigue. Donc, c'est peut-être chercher une boussole. Ben oui, parce que le monde dont vous parlez, c'est très intéressant que vous preniez la comparaison de la mer et de l'océan. C'est que il exige un océan. On ne sait pas où on se trouve sur un océan. On peut être ballotté au gré du vent. Et il y a une crise de l'espace. Il y a une crise de la spatialisation, pour le dire de manière un peu pédante aujourd'hui. C'est-à-dire plusieurs mondes sont possibles. Et plus que jamais, plusieurs mondes sont possibles. Oui, alors moi je suis un peu partie de la métaphore des vents en fait.
La navigation, à voile, en tout cas, ça se fait avec le vent. Et je suis partie de la métaphore des vents en disant que nous sommes dans une société qui est prise entre des vents contraires et on a l'impression qu'on ne sait plus où aller parmi ces vents contraires. Alors les vents contraires, il y a la sécurité et les libertés. On vient d'en parler à propos du terrorisme. Il y a la compétition et la coopération. C'est à la fois le marché et la protection de l'environnement. Il y a l'innovation et la conservation. Et c'est aussi l'exclusion et l'intégration. Quand on parle d'immigration, c'est ça la tension. Alors, face à ces vents contraires, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas choisir entre l'un ou l'autre. On est obligé de naviguer avec l'un et l'autre. Exactement. Sinon, on bascule vers un totalitarisme ou un autre totalitarisme. Donc, il faut arriver à les concilier. Et là, au fond, la boussole, ce serait d'avoir des principes conciliateurs qui s'appliquent à l'ensemble des situations. Alors, ce que j'ai proposé, c'est on va sans doute transformer l'idée en une sorte de réalisation de sculpture mobile, manifeste à la fois. Vous allez donner un aspect esthétique sous forme de sculpture à cela. Je voudrais donner une sorte de représentation de l'idée des 4 vents du monde et de la boussole. Alors, comment est-ce qu'on fabrique une boussole dans ce cas-là? On peut pas avoir une aiguille aimantée vers le nord. Comme on l'a géographiquement. En revanche, on peut mettre au centre de la boussole les principes conciliateurs, pacificateurs, qui réconcilient les vents contraires. Et là, j'en vois plusieurs de ces principes. Donc, il n'y a pas un principe unique, ce qui est plus rassurant d'une certaine manière. J'y mettrai volontiers non seulement l'homme, mais aussi l'ensemble. Pas l'homme tout seul, plus l'homme tout seul. Plus l'homme tout seul, l'ensemble du monde vivant. Donc, je mettrai un peu d'eau au centre de la boussole pour représenter la vie. Et dans cette eau, j'imagine la rencontre des grands principes qui seraient l'égalité dignité des êtres humains. On le retrouve ici, mais pas tout seul. Il faut ajouter la solidarité entre les vivants, la solidarité planétaire. Et il faudrait ajouter aussi, me semble-t-il, le principe d'hospitalité dont on parlait tout à l'heure. Et puis, finalement, peut-être ce qui est à la fois le moins visible et le plus important, un principe de créativité. Garder vivante la créativité, l'imagination. Parce que la créativité, c'est une confiance dans le monde, Mireille Delmas-Marty. Ça veut dire qu'on n'a pas peur quand on crée, on anticipe. Ça veut dire qu'on ne sait pas toujours où on va, on ne peut pas toujours prévoir l'avenir, mais on choisit la direction et on veille à garder son cap. Finalement, la boussole, ça sert à choisir un cap et tenir le cap. Là, c'est le comble du dynamique. Vous disiez que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle ne vaut que comme un processus dynamique qui nous a emmenés dans cette humanisation réciproque et vertueuse, qui est un objectif, bien sûr. Et la nouvelle déclaration, pour vous, elle prendrait la forme, comme ça, une forme très sensible, très concrète, Mireille Delmas-Marty, d'une sculpture. Alors, je verrais une grande sculpture qui représenterait, au fond, au sol, la rose des vents, c'est-à-dire les 8 vents, apparemment par couple de vents contraires, les 8 vents que j'ai énumérés. Et puis, au bout de chacune des branches de la rose des vents, j'imaginerais des mâts assez hauts, pour prendre le vent. Hauts, plusieurs mètres, des mâts qui seraient terminés par des girouettes et qui donneraient une image, au fond, de ces tourbillons de vent contraire, les jours de grand vent, tout cet agencement, tout cet assemblage se mettrait à bouger et donnerait une idée des tourbillons de vent contraire dans lesquels nous sommes. Vous n'avez pas peur de mouvement, vous, Mireille Delmas-Marty? Alors que le droit, c'est plutôt la stabilité, c'est plutôt comme l'État d'ailleurs, c'est ce qui rassure, parce que c'est ce qui est inscrit dans des institutions et dans l'histoire aussi, mais finalement, la solution serait de se projeter positivement dans l'avenir. C'est ça le symbole du vent. Oui, je n'ai pas peur du mouvement, à condition qu'il y ait des processus de stabilisation provisoire. C'est ça le rôle du droit. C'est-à-dire que si tout bouge à tout moment, effectivement, il n'y a plus de droit. Bien sûr. Et il n'y a peut-être plus d'humanité non plus à terme. Il ne s'agit pas d'être dans un mouvement permanent, mais il s'agit d'avoir, face au mouvement tel qu'il se développe, des moyens de stabilisation, même si elle est toujours provisoire.
Il y a une dimension très très proche de nous et qui est très proche d'ailleurs depuis l'humanité, et je sais qu'elle vous tient à cœur, Mireille Delmas-Marty. Juste un mot, c'est la misère. La misère comme étant cette base continue de la condition humaine qui l'empêche, qui la ramène constamment à ce scandale, à un scandale du manque de solidarité ou du destin funeste. Oui, j'aurais aimé là aussi qu'à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on puisse enfin mettre, je reprends l'expression qui était utilisée par le mouvement ATD Quart Monde, la misère hors la loi. Mettre la misère hors la loi. Malheureusement, il ne suffit pas de la déclarer illégale. C'est pas éradiquer la misère, c'est aller plus loin, aller au-delà et lutter donc contre ces inégalités qui font la misère. La misère, c'est pas une question de montant de revenus, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Je crois que ce qui est un progrès à l'heure actuelle qui a été bien lancé et compris par ceux qui l'ont reçu, c'est l'idée du croisement des savoirs. L'idée que les plus pauvres ont des choses à nous apprendre. Mireille Delmas-Marty, vous avez parlé de beaucoup de choses très enthousiasmantes qui ouvrent des perspectives d'avenir, mais tout cela demande du temps. Tout cela demande immensément de temps. Or, jamais nous n'avons eu autant aujourd'hui que le sentiment que ce qui disparaissait, c'était dans la mondialisation, non seulement l'espace, mais également le temps. Nous n'avons plus de temps. Alors, ça pose la question, le temps, c'est un élément indissociable de l'espace. Donc la mondialisation, on pense tout de suite à l'extension dans l'espace, mais le temps c'est aussi important, peut-être plus. Ça pose la question des vitesses aussi. Il y a une sorte d'urgence. Vous savez, Virilio disait, je crois que c'est Paul Virilio qui disait ça, à partir d'une certaine vitesse, on passe en mode automatique. Et la gouvernance du monde, à partir d'une certaine vitesse de transformation, risque de passer en mode automatique. Et c'est ça qui me fait le plus peur, en fait. Il faut qu'on reprenne la barre. Il faut reprendre la barre. Il faut pas mettre le navire en gouvernail automatique. Merci beaucoup, Mireille Delmas-Marty.